Dans cette capsule, nous allons nous intéresser au phénomène de polarisation de la lumière par réflexion sur une surface vitreuse. Pour cela, nous allons étudier la dépendance des coefficients de réflexion vis-à-vis de l'angle d'incidence d'un rayon sur une surface vitreuse. Ceci nous permettra d'introduire la notion d'angle de Brewster et de présenter un dispositif polarisant basé sur cet effet. Considérons tout d'abord un dioptre séparant deux milieux d'indices respectifs N1 et N2, tels que N1 soit inférieur à N2, en sachant que nous parviendrons exactement aux mêmes conclusions dans le cas où N1 serait supérieur à N2. Soit un faisceau incident de lumière non polarisée arrivant sur le dioptre. Comme nous avons eu l'occasion à de nombreuses reprises de le préciser dans les capsules précédentes, une onde non polarisée peut toujours être décomposée suivant deux directions de polarisation linéaire orthogonales entre elles. Il est judicieux de choisir ces deux directions en fonction de la géométrie du problème. Ainsi, nous nous servirons dans toute cette capsule des deux directions orthogonales suivantes. E parallèle, le champ polarisé linéairement suivant la direction parallèle au plan d'incidence, et E perpendiculaire, le champ polarisé linéairement suivant la direction orthogonale à ce même plan d'incidence. Je vous rappelle que le plan d'incidence est le plan défini par la direction de propagation de l'onde incidente et par la normale au dioptre au point d'incidence. En utilisant les lois de l'électromagnétisme, on peut montrer que les deux états que nous venons de définir, à savoir E parallèle et E perpendiculaire, sont tous deux des états propres pour la réflexion et la réfraction. En d'autres termes, cela signifie que si une onde incidente est polarisée suivant l'une ou l'autre de ces directions, les ondes réfléchies et réfractées seront également polarisées suivant cette même direction. Ainsi, un rayon incident polarisé suivant une direction quelconque pourra toujours être décomposé suivant la direction parallèle et perpendiculaire au plan d'incidence, et les rayons réfléchis et réfractés seront alors décrits comme des combinaisons linéaires de ces deux états. Les poids de chacune de ces contributions sont déterminés par les coefficients de réflexion et de transmission. Nous allons en effet voir dans la suite que ces coefficients dépendent non seulement de l'état de polarisation, mais aussi de la valeur de l'angle d'incidence. Considérons un dioptre entre deux milieux d'indices N1 et N2, tel que l'absorption au passage de ce dioptre soit négligeable. On se place également dans le cas où le faisceau réfracté existe. Nous ne sommes donc pas dans le cas particulier de la réflexion totale. Je vous rappelle que nous pouvons observer ce phénomène de réflexion totale lorsqu'un faisceau incident arrive sur un dioptre séparant deux milieux d'indices N1 et N2, tel que N1 soit supérieur à N2 et tel que l'angle d'incidence soit supérieur à une valeur limite égale à l'arc sinus de N2 sur N1. Dans notre cas, l'angle d'incidence entre le faisceau incident et la normale au dioptre est noté I1 et l'angle de réfraction I2. Pour chacun des champs électriques définis précédemment, E parallèle et E perpendiculaire, on peut calculer le coefficient de réflexion en intensité, noté respectivement grand R parallèle et grand R perpendiculaire. Ces coefficients sont fonction de I1 et I2. Ils dépendent donc implicitement de N1 et N2, les indices de chacun des milieux. En négligeant l'absorption, nous obtenons les coefficients de transmission en intensité en utilisant le fait que la somme des coefficients de réflexion et de transmission doit être égale à 1. On peut alors écrire que pour les composantes parallèles au plan d'incidence, le coefficient de transmission grand T parallèle vaut 1 moins grand R parallèle. De même, pour la composante perpendiculaire, grand T perpendiculaire est égal à 1 moins grand R perpendiculaire. Voyons à présent pour chacune de ces composantes quelle est l'allure de ces coefficients de réflexion et de transmission en fonction de l'angle d'incidence. Considérons dans un premier temps le cas d'une onde incidente polarisée linéairement suivant la direction perpendiculaire au plan d'incidence. L'angle entre l'axe de propagation de cette onde et la normale au dioptre vaut I1. Dans ces conditions, une partie du faisceau est réfléchie suivant un angle petit r et une autre réfractée avec un angle I2. Étant donné que l'onde incidente est polarisée uniquement selon la direction perpendiculaire, qui est un état propre du système, chacune des ondes réfléchies et réfractées
est elle-même uniquement polarisée suivant cette même direction orthogonale au plan d'incidence. Examinons à présent la valeur des coefficients de réflexion et de transmission en fonction de l'angle d'incidence I1 dans le cas où N1 vaut 1 et N2 vaut 1.5. Ceci pourrait représenter par exemple le passage de l'air à une lame de verre. La somme de ces deux coefficients valant 1, nous avons négligé l'absorption, leur comportement est complémentaire. Le coefficient de réflexion pour cette direction de polarisation augmente de façon monotone lorsque l'angle d'incidence augmente. Qu'en est-il pour l'autre direction de polarisation? Soit on prend une onde incidente polarisée à présent suivant une direction contenue dans le plan d'incidence, le champ électrique associé est alors appelé grand E parallèle. L'angle entre la normale et le rayon incident vaut toujours I1. De même, les angles entre la normale et les rayons réfractés et réfléchis sont respectivement I2 et R. Comme précédemment, la direction de polarisation parallèle au plan d'incidence est un vecteur propre du système. Dans ces conditions, cette direction est conservée lors de la réfraction et de la réflexion. Si l'on examine l'évolution des coefficients de réflexion et de transmission en intensité pour le dioptre séparant les milieux d'indice N1 égale 1 et N2 égale 1.5, nous constatons que cette fois, le coefficient de réflexion en intensité pour la polarisation parallèle n'augmente pas continuellement lorsque l'angle d'incidence augmente, mais qu'il passe par une valeur nulle pour un angle égal à environ 56,3 degrés. Cet angle particulier, appelé angle de Brewster, correspond à une situation où il n'existe pas de rayon réfléchi. Toute l'intensité incidente est alors transmise. Cet angle est très utilisé dans les montages expérimentaux lorsque l'on cherche par exemple à annuler la réflexion d'un faisceau incident sur la face d'entrée d'un système. Nous allons voir dans la suite que nous pouvons appréhender ce phénomène en utilisant le modèle du dipôle oscillant et en déduire la valeur théorique de cet angle en fonction des paramètres du dioptre. Considérons le faisceau incident polarisé dans la direction parallèle au plan d'incidence. L'angle entre ce faisceau et la normale est dans cette situation inférieur à l'angle de Brewster. Au niveau du dioptre, l'onde incidente est réfractée, donnant lieu à un dipôle oscillant orienté selon le faisceau réfracté, de telle manière à ce que la direction de polarisation de l'onde réfractée coïncide avec l'axe du dipôle. Je vous rappelle que l'une des propriétés fondamentales du dipôle oscillant est qu'il n'émet aucune radiation dans la direction de polarisation de l'onde qu'il a créée. C'est cette direction que nous appelons l'axe du dipôle. Le rayon réfléchi, quant à lui, fait un angle petit r égale I1 par rapport à la normale et l'intensité réfléchie est directement reliée à l'amplitude d'émission du dipôle dans cette direction. Or, dans le cas présent, l'émission due au dipôle oscillant dans la direction du faisceau réfléchi n'est pas nulle. En d'autres termes, cette direction ne coïncide pas avec l'axe du dipôle et le faisceau réfléchi existe. La situation que nous venons de décrire correspond sur le graphique à la gamme d'angles d'incidence encadrés en bleu. Voyons à présent ce qu'il advient du faisceau réfléchi lorsque l'on augmente cet angle d'incidence. On se place dans la même situation que précédemment, mais on augmente un peu l'angle d'incidence I1 afin que ce dernier soit égal à l'angle de Brewster. On place à nouveau le dipôle oscillant correspondant à l'onde réfractée dont l'angle I2 par rapport à la normale a augmenté également. Suivant la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Dans ces conditions, l'axe du dipôle oscillant coïncide exactement avec la direction que devrait prendre le faisceau réfléchi représenté par le trait pointillé. Dans ces conditions, et en se rappelant que l'émission dans l'axe du dipôle est nulle, le faisceau réfléchi n'existe pas et le coefficient de réflexion en intensité est nul pour cet angle, appelé angle de Brewster. Nous voyons à l'aide de ce schéma que cet angle correspond à une configuration particulière des rayons incidents et réfractés, telle que la somme de leurs angles est égale à π sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. En se servant de la formule de Snell-Descartes, précédemment citée, on peut en déduire la valeur de l'angle de Brewster noté IB. Ainsi, sa tangente est égale au rapport N2 sur N1.
Il est possible de se servir de cette propriété pour créer un polariseur linéaire. Supposons en effet que nous éclairions, à l'aide d'une onde non polarisée, un dioptre suivant l'angle de Brewster. Seule la composante du champ électrique incident orientée selon la direction orthogonale au plan d'incidence existe. L'onde réfléchie est donc uniquement polarisée suivant cette direction. Nous avons ainsi créé, à l'aide d'une simple lame de verre, placée dans une configuration particulière, un dispositif permettant de sélectionner une direction de polarisation. En d'autres termes, nous avons fabriqué un polariseur linéaire. Il y a pourtant un certain nombre d'inconvénients, en particulier la valeur très faible du coefficient de réflexion en intensité suivant cette direction orthogonale en fait un polariseur très peu performant. Nous verrons pourtant à la fin de cette capsule un montage expérimental permettant d'augmenter cette efficacité. Nous avons étudié, lors de cette capsule, les coefficients de réflexion et de transmission en intensité pour deux polarisations linéaires particulières, l'une parallèle et l'autre perpendiculaire au plan d'incidence, lors du passage d'un dioptre séparant deux milieux d'indices N1 et N2, tels que N1 soit inférieur à N2. Dans ces conditions, nous pouvons mettre en avant deux conclusions importantes. La première est que quel que soit l'angle d'incidence, le coefficient de réflexion correspondant à l'onde polarisée suivant la direction orthogonale est toujours plus grand que celui associé à la direction parallèle. Ainsi, après réflexion sur une surface vitreuse, comme le verre ou l'eau, la lumière réfléchie est toujours partiellement polarisée suivant la direction perpendiculaire au plan d'incidence. De plus, dans le cas particulier où nous nous plaçons exactement à l'angle de Brewster, l'onde réfléchie n'existe plus et l'on peut alors parler, malgré la faible valeur du coefficient de réflexion, d'une onde réfléchie totalement polarisée suivant la direction orthogonale. Ces conclusions restent valables si l'on considère un dioptre séparant deux milieux d'indices N1 et N2 avec N1 supérieur cette fois à N2. Seules les valeurs des coefficients de réflexion et de transmission ainsi que de l'angle de Brewster diffèrent. Voyons à présent comment dans la pratique est utilisée cette propriété dans le cas du polariseur à pile de glace. Cet instrument est constitué d'un empilement de lames de verre à face parallèle. Ces lames sont orientées de manière à ce que l'angle entre leur normale et le faisceau incident soit égal à l'angle de Brewster. Pour plus de compréhension, nous avons séparé spatialement sur ce schéma les deux polarisations, parallèles et orthogonales, mais dans la réalité, pour une onde incidente de polarisation quelconque, ces deux ondes sont confondues. Ce dispositif fonctionne en transmission. Au fur et à mesure que l'onde traverse les lames, la composante orthogonale voit son intensité diminuer, tandis que celle de l'onde polarisée parallèlement au plan d'incidence reste constante. Ainsi, après avoir traversé 10 lames, l'intensité de l'onde polarisée suivant la direction orthogonale, qui était initialement égale à 1, ne vaut plus que 0,043. Afin de calculer cette intensité, il faut se servir de la formule donnant R perpendiculaire en fonction de l'angle d'incidence I1, ici l'angle de Brewster, et de l'angle de réfraction I2, qui est ici égal à 90 degrés moins I1. Vous pouvez également vérifier que lorsque l'angle d'incidence est égal à l'angle de Brewster, les coefficients de transmission en intensité sont les mêmes pour les dioptres R vert ou vert R. Une dernière application de ce phénomène concerne la réduction de l'éblouissement dû à la lumière réfléchie. En effet, en utilisant des dispositifs polarisants, il est possible de réduire considérablement la quantité de lumière ayant interagi avec une surface vitreuse. En photographie, cela permet par exemple d'augmenter le contraste et de réduire les effets indésirables dus à la réflexion des sources lumineuses, comme sur l'image de droite prise avec un filtre polarisant. De même, ce procédé est également utilisé pour les lunettes de soleil, en particulier lorsque ces dernières sont destinées à une utilisation en mer ou à la montagne.